l'histoire de la Bretagne. Bonjour à tous. Vous avez peut-être déjà vu ces alignements de pierres dressées à Carnac, goûté à un Queen ou participé à un Fest-Noz. Aujourd'hui, nous découvrons une terre de caractère et de légende, la Bretagne. Des mégalithes plus anciens que les pyramides d'Égypte, une langue celtique qui résiste depuis des siècles, et des traditions qui traversent les époques. Comme si cette péninsule, à l'ouest de l'Europe, avait réussi à garder son âme malgré les conquêtes, les annexions et les tentatives d'uniformisation. En fait, cette impression est le résultat d'une histoire exceptionnelle, celle d'un peuple qui n'a jamais vraiment renoncé à son indépendance. Car comme le souligne l'historien Joël Cornette, la Bretagne a longtemps été pratiquement un État et un État indépendant par rapport au Royaume de France. Remontons donc dans le temps pour comprendre comment cette terre de caractère a forgé son identité unique. Être breton, c'est d'abord venir de très loin. Commençons par un fait saisissant qui va vous donner le vertige. Les premières traces de maîtrise du feu en Europe occidentale ont été découvertes à Ménez-Drégan dans le Finistère, 465 000 ans avant notre ère. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, nos ancêtres Homo heidelbergensis, qui ne sont même pas encore des Homo sapiens, savaient déjà dompter les flammes en Bretagne quand le reste de l'Europe tâtonnait encore dans l'obscurité. Mais cette précocité ne s'arrête pas là, et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parlons des alignements de Carnac. Ils ont été érigés entre 4800 et 4300 avant notre ère. Alors attendez, on parle quand même de 3000 pierres levées sur 40 hectares. Imaginez le travail. Et ces monuments témoignent d'une civilisation organisée, prospère, capable de mobiliser des centaines d'hommes pour un projet commun. Mais le plus impressionnant, c'est le cairn de Barnenay. Ce monument funéraire a été construit vers 4300 avant notre ère. Pour bien comprendre, c'est 1700 ans avant la plus ancienne pyramide d'Égypte. En clair, quand on visite Barnenay aujourd'hui, on se trouve devant l'un des plus anciens monuments de pierre au monde. Alors ces vestiges nous racontent déjà l'histoire d'un peuple, pas comme les autres, même si malheureusement nous connaissons mal cette époque. Les pierres parlent, mais elles gardent leurs secrets. En revanche, ceux qu'on connaît mieux arrivent progressivement à partir du 5e siècle avant notre ère. Les Celtes, venus d'Europe centrale et orientale. Alors en Bretagne, ils se subdivisent en plusieurs peuples, mais le plus célèbre et le plus puissant, ce sont probablement les Vénètes. Alors les Vénètes, c'était d'excellents commerçants maritimes qui dominaient le Morbihan actuel, avec Vannes comme chef-lieu. Vannes, Vénète, on voit bien le lien entre les deux mots. Alors ils possédaient une flotte impressionnante et ils contrôlaient le commerce entre la Grande-Bretagne et le continent. On a des navires adaptés aux marées, aux tempêtes de l'Atlantique, qui impressionnaient même les Romains. Mais leur indépendance va prendre fin brutalement en 56 avant notre ère. Jules César les écrase lors d'une bataille navale dans le golfe du Morbihan. Et alors, toute la Bretagne, que les Romains appellent l'Armorique, est conquise. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, oui, toute. Pas de village irréductible gaulois ici, contrairement à ce qu'Astérix nous a appris. Et donc la romanisation peut commencer. Pendant 4 siècles, l'Armorique va faire partie de l'Empire romain. Des routes sont construites, des villes se développent, le latin s'impose, et on pourrait croire que l'identité celtique va disparaître. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Au 5e et 6e siècle après Jésus-Christ, l'Armorique connaît une transformation majeure qui va tout changer. Des milliers de Bretons, attention, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des Bretons de Grande-Bretagne, pas de notre Bretagne actuelle. Donc des milliers de Bretons débarquent sur les côtes armoricaines. Ils fuient les invasions germaniques, celles des Angles et des Saxons qui dévastent leur île. Celle-ci d'ailleurs devient progressivement la terre des Angles, l'Angleterre. Mais revenons à la migration des Bretons. Elle est si massive en Armorique qu'elle donne son nouveau nom à la région. Britannia Minor, la petite Bretagne, par opposition à Britannia Major, la Grande-Bretagne d'outre-Manche. Ça y est, le nom de Bretagne apparaît pour la région.
Et les nouveaux arrivants apportent avec eux 3 éléments cruciaux. Leur langue, l'ancêtre du breton moderne, leur christianisme celtique particulier, et leur détermination à reconstruire leur civilisation. Alors, l'abbaye de Landévennec, qui est fondée vers la fin du 5e siècle, témoigne encore aujourd'hui de cette installation. Et donc on a des moines bretons qui vont christianiser la région selon leurs propres traditions, un peu différentes du christianisme romain. On a aussi une frontière linguistique qui se dessine. Elle est fondamentale pour comprendre la Bretagne. À l'ouest, on va parler le breton, et à l'est, le latin vulgaire qui va devenir le français. Et c'est une ligne qui part de Dole au nord à Donge au sud. Une ligne qui marque encore aujourd'hui les esprits puisqu'elle sépare toujours la Haute-Bretagne, bretonnante, de la Basse-Bretagne de langue française. Qui aurait pu prédire que cette migration forcée donnerait naissance à une des identités régionales les plus fortes d'Europe? Alors arrive maintenant le temps des Carolingiens, ces descendants de Charlemagne qui règnent sur un empire immense. En 832, Louis le Pieux, fils de Charlemagne, commet ce qui va s'avérer être une erreur historique. Il nomme un certain Nominoé comme son représentant en armorique, son missus imperatoris, si vous aimez le latin, dans le but de contrôler cette région turbulente. Mais Nominoé a d'autres projets. Il va transformer ce titre de représentant en véritable royauté bretonne. En 845, sa victoire contre Charles le Chauve à la bataille de Ballon marque un tournant, la naissance d'une Bretagne unifiée et indépendante. Pour la première fois depuis des siècles, tous les Bretons sont unis sous une même couronne. Son fils, Erispoé, va encore plus loin. En 851, à Jean-Glambélé, un nom qui vous dit peut-être rien mais qui devrait figurer dans tous les manuels d'histoire bretonne, sa cavalerie, bretonne, met en pièces les lignes franques dans un choc d'une rare violence. Et quelques semaines plus tard, le traité d'Angers reconnaît Erispoé comme premier roi de Bretagne, avec pleine autorité sur les comtés de Rennes, Nantes et le pays de Ré. Oh bah, un roi de Bretagne, c'est vrai comme situation, c'est pas dégueulasse. Le royaume atteint son extension maximale sous Salomon, le successeur d'Erispoé. En 867, le traité de Compiègne est un triomphe. Charles le Chauve lui accorde même le Cotentin, l'Avranchin et les îles anglo-normandes. La Bretagne n'a jamais été aussi grande. Mais les Vikings veillent. Ces redoutables guerriers du Nord vont mettre fin à ce rêve d'indépendance. Tu crois qu'on est venu jusqu'ici pour manger des crêpes? À la mort du roi, Alain Ier le Grand, en 907, il dévaste la région, qui ne connaît alors plus vraiment de roi. Et pendant 30 ans, les Vikings vont piller, brûler, détruire. Beaucoup de Bretons fuient alors vers l'Angleterre ou la France. Il faut attendre 936 et le retour d'Alain II Barbe-Torte, alias Barbe Tordue, pour que la résistance s'organise. Alors, c'est le petit-fils d'Alain le Grand, et il débarque avec des renforts anglais. C'est un peu le retour du roi. Donnez-lui l'épée du roi. Devenez celui que vous deviez être. En 937, il chasse les Vikings de Nantes. Et l'année suivante, il devient le premier duc de Bretagne. Duc, oui, mais pas roi. D'abord, parce qu'il n'a pas su reconquérir tout l'ancien royaume, mais seulement une partie. Et surtout parce qu'il est désormais le vassal d'un autre duc, Hugues Capet, qui voit d'un mauvais œil l'idée qu'un roi s'établisse en Bretagne. Donc c'est le début d'un duché prestigieux, le duché de Bretagne, qui va durer plus de 5 siècles. Alors, au XIVe siècle, la guerre de succession de Bretagne, qui dure de 1341 à 1364, nous offre un des épisodes les plus romanesques de l'histoire bretonne. Le contexte, on a 2 prétendants qui se disputent le duché. D'un côté, Jeanne de Penthièvre, qui est soutenue par la France, de l'autre, Jean de Montfort, qui est allié des Anglais. Oui, la guerre de 100 ans se joue aussi en Bretagne. Et en 1351, le combat des 30 oppose 30 chevaliers bretons, partisans de Jeanne de Penthièvre, à 30 chevaliers bretons et anglais, partisans de Jean de Montfort, près de Ploërmel. Un duel à la loyale, presque chevaleresque, et avec des règles précises. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Les Bretons de Jeanne de Penthièvre l'emportent, mais cela ne change pas grand-chose au conflit. Parce que la vraie décision se joue 13 ans plus tard, en 1364 à la bataille d'Auray.
Et c'est une victoire décisive des Montfort. Le duc Jean IV peut enfin régner en paix. Le traité de Guérande en 1365 assoit définitivement l'indépendance bretonne pour un siècle d'apogée. La Bretagne ducale devient un véritable État européen, avec sa diplomatie, ses alliances, ses propres intérêts. Cette période voit naître des merveilles, comme le Catholicon en 1464, le premier dictionnaire trilingue breton, français, latin, de Jehan Lagadoc. C'est un symbole fort, hein. La Bretagne dialogue d'égal à égal avec ses voisins dans leur propre langue. Mais les rois de France n'ont pas dit leur dernier mot. En 1488, la défaite de Saint-Aubin-du-Cormier sonne le glas de l'indépendance ducale. Alors cette bataille, c'est un peu le Waterloo breton. L'armée française, moderne et puissante, écrase les troupes du duc François II. Et à sa mort, sa fille Anne, la célèbre Anne de Bretagne, hérite du duché. Elle a 11 ans. 11 ans. Imaginez le destin de tout un peuple entre les mains d'une enfant. Et ses mariages successifs avec Charles VIII, puis Louis XII, préparent l'inévitable. Alors Anne tente bien de résister, de négocier, de préserver l'autonomie bretonne, mais elle est prise dans un étau diplomatique. En 1532, l'édit d'union de la Bretagne et de la France est signé à Nantes par François Ier et les États de Bretagne. Union perpétuelle, dit le texte. La Bretagne devient une simple province française, même si elle conserve de nombreux privilèges fiscaux et institutionnels. Elle ne paie pas les mêmes impôts que le reste de la France, elle garde ses propres institutions. Le XVIe et XVIIe siècle marquent un âge d'or économique. La Bretagne devient le premier peuple navigant de l'Europe grâce à son commerce maritime florissant, notamment celui des toiles de lin et du chanvre qui s'exportent dans toute l'Europe. Mais en 1675, la révolte des bonnets rouges éclate contre les nouveaux impôts de Louis XIV. Oui, le roi Soleil a besoin d'argent pour ses guerres. Et il s'attaque aux privilèges bretons. Sébastien Le Balp mène la révolte paysanne dans le Finistère. Les révoltés rédigent même des codes paysans, qui préfigurent les cahiers de doléances de 1789. Ils demandent la justice sociale, la fin des privilèges seigneuriaux, mais la répression est féroce et l'âge d'or économique prend fin. Alors le début du XVIIIe siècle voit une nouvelle tentative d'autonomie, avec la conspiration de Pontcallec. Je suis Clément Chrysogone de Douai, marquis de Pontcallec, délégué de la République de Bretagne. Le marquis de Pontcallec complote contre le régent Philippe d'Orléans. Il rêve d'indépendance bretonne. Nous sommes en 1718-1720, il finit exécuté. Ça n'aura pas duré longtemps, la République de Bretagne. Mais il devient un héros populaire, chanté dans les Guersiou, les complaintes bretonnes. Bon, pendant ce temps, Nantes devient le premier port négrier de France, faisant la fortune des armateurs dans le commerce triangulaire. Oui, c'est une prospérité bâtie sur la traite négrière. Pas seulement, puisque Nantes fait aussi du grand commerce colonial, de produits coloniaux, mais quand même. La Révolution française, et surtout la nuit du 4 août 1789, marque un tournant dramatique pour la Bretagne. Oui, c'est l'abolition des libertés et franchises, dans les provinces. Et donc tous ces privilèges patiemment conservés depuis 1532 s'effondrent en une nuit. Et en 1790, c'est le coup de grâce. La Bretagne est purement et simplement dissoute, divisée en 5 départements. Fini la Bretagne, place aux Côtes du Nord, au Finistère, à l'Ille-et-Vilaine, au Morbihan et à la Loire-Inférieure. Pendant la Terreur, en 1793, Jean-Baptiste Carrier, qui est le représentant en mission du gouvernement de salut public, fait noyer dans la Loire les prisonniers, hommes, femmes, enfants, accusés de rébellion. Ces mariages républicains, oui, c'est le nom cynique qu'on donnait à ces exécutions, traumatisent durablement la région. Ce sont les noyades de Nantes. En 1794, les rapports Grégoire et Barrère encouragent l'éradication des patois et idiomes, dont le breton. Le français devient la seule langue nationale autorisée. Ses privilèges, son unité géographique, sa langue, sa culture, après 1000 ans d'histoire autonome, la Bretagne semble rayée de la carte. Et donc on arrive au XIXe siècle, avec une Bretagne rurale, isolée, saignée par les migrations vers Paris et l'Amérique. Mais paradoxalement, c'est aussi le siècle de la modernisation. Une modernisation par les rails. Paris-Quimper en 1863, Paris-Brest en 1865. Paris n'est plus qu'à une journée de voyage.
C'est aussi le développement de l'industrie de la conserve avec les premières boîtes de sardines, la construction navale qui prend son essor à Saint-Nazaire, à Brest et à Lorient. En 1839, la publication du Barzaz-Brez de Théodore Hersart de la Ville-Marquée révèle la richesse de la littérature orale bretonne au monde entier. C'est un recueil de chants populaires bretons et ça fascine l'Europe romantique. Les mouvements régionalistes, autonomistes bretons se structurent et ils commencent à revendiquer la reconnaissance de la langue et de l'identité bretonne. Jusqu'en 1882 et les fameuses lois Ferry qui vont renforcer l'interdiction du breton à l'école. Le fameux signal, c'est un objet humiliant que doit porter l'enfant qui est surpris à parler breton. Ce signal va traumatiser des générations d'écoliers. Les 2 guerres mondiales frappent durement la Bretagne. 140 000 à 150 000 Bretons périssent lors du premier conflit, un chiffre qui est nettement supérieur à la moyenne nationale. La Seconde Guerre mondiale voit la destruction de Brest et de Saint-Malo, l'occupation allemande, mais aussi une résistance active. C'est aussi l'amputation administrative. En 1941, la Loire-Atlantique est détachée de la région Bretagne et rattachée au Pays de la Loire. Nantes, l'ancienne capitale ducale, n'est plus bretonne administrativement. L'après-guerre, c'est le renouveau, un renouveau spectaculaire. D'abord par la reconstruction, puis une modernisation accélérée. Le remembrement agricole, l'industrialisation, l'agroalimentaire, l'automobile à Rennes, les universités, le développement du tourisme, la Bretagne rattrape son retard. Et même au niveau culturel, les années 60-70 voient la renaissance culturelle bretonne. La création d'écoles d'Iwan, l'enseignement breton, les festivals, la musique celtique et la presse régionale. En 1972, c'est la création de la région administrative Bretagne, mais toujours sans Nantes et la Loire-Atlantique. Cette amputation de 1941 perdure. Et d'ailleurs, la question de la réunification avec Nantes reste un combat d'actualité qui est porté par un fort activisme citoyen et le fameux 44 = Braise. Au son des bignoux et bombardes, ils sont des milliers à défiler avec une seule revendication, que Nantes redevienne bretonne. En clair, que le département de la Loire-Atlantique soit réintégré à la région Bretagne. En 1978, une catastrophe, le naufrage de l'Amoco Cadiz, un pétrolier, va sensibiliser aux questions environnementales. Cette marée noire qui souille 400 km de côte fait de la Bretagne une pionnière de l'écologie politique. Comme on l'a vu, l'histoire de la Bretagne n'est pas un simple chapitre de l'histoire de France. C'est une saga à part entière, marquée par une identité indestructible et une capacité unique à se réinventer. Comme le dit l'historien Joël Cornette, il n'y a pas une Bretagne, il y a des Bretagnes, chacune avec sa personnalité. La Bretagne maritime et la Bretagne de l'intérieur, la Haute-Bretagne et la Basse-Bretagne. Mais elles sont toutes unies par un génie particulier qui transcende les divisions. Des mégalithes de Carnac aux Fesnos d'aujourd'hui, des rois médiévaux aux bagadous modernes, c'est une terre de caractère qui continue d'écrire son histoire avec la même détermination qu'au temps de Nominoé. Et cette histoire n'est pas finie. La Bretagne d'aujourd'hui, avec ses festivals, sa gastronomie, ses entreprises innovantes, sa culture vivante, montre que l'identité bretonne a traversé tous les orages. Mais ça, c'est une autre histoire. Si ce voyage breton dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note à cet épisode. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast ou sur Spotify, c'est encore plus simple sur Spotify. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Kenavo!